Salut, ici Jean-Dominique Leduc et aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Freg, auteur-illustrateur de bande dessinée. Freg, salut. Salut. Alors Freg, on te connaît notamment pour plusieurs séries, donc notamment Smikey, série humoristico, horreur, jeunesse. Jeunesse, oui. Horreur, c'est à voir parce que dans le fond, les personnages qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas les caractéristiques pour être monstrueux. Donc, horreur, c'est juste pas là. C'est ça. Mais voilà. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est de la non-horreur. C'est de la non-horreur. C'est ça. Scénarisé par Makina, co-scénarisé par Makina, qui est ta sœur. Oui. Donc, une série en 7 tomes publiée aux éditions Petit Homme. On te connaît également pour la série de strip humoristique Dr. Rip, qui en est rendu, série qui est rendue à son 3e tome. 3e tome. Publié chez Michel Quintin. Et également Multimax, série qui s'adresse davantage à un public adolescent, série de super-héros. Je dirais autant jeunesse qu'adolescent, pour vrai. Oui, c'est les deux. Et tant qu'on aime le super-héros, là, on peut vraiment embarquer là-dedans. Et je soupçonne que tu aimes beaucoup le super-héros. Je suis un fou des super-héros. Ah, mon Dieu, je peux en parler pendant des heures. J'aimerais que tu me confirmes tes lectures, mais on sent aussi certaines inclinaisons pour certains auteurs ou artistes américains, plus spécifiquement, là. Oui, bien c'est sûr. Ben moi, OK, les auteurs que j'aime, Jim Lee, OK, ça ressemble pas exactement à ça, mais c'est sûr que ça l'a façonné un petit peu mes lectures puis mes dessins quand j'étais au secondaire. C'est lui. Je regardais ses dessins. Donc, Jim Lee, tu trahis ton âge. Donc, toi, tu étais un lecteur de comics dans les années fin 80, début 90. Oui, Image. Je suis vraiment embarqué Quand Image est sorti, je ne sais même pas dans le fond quand il est sorti, mais je suis tombé à pieds joints dans toutes ces séries-là. J'allais chez Capitaine Québec à Montréal avec un de mes amis, puis on avait un compte. Et tous les mois, on dépensait trop d'argent. Ça me rappelle vaguement quelque chose. On dirait que je me sens concerné. J'ai des centaines de BD que je n'ai même pas lues encore. Ah non, tu as encore tout ce rattrapage. J'ai pas le temps. Il y en a trop. Étonnamment, malgré que tu as lu beaucoup de super-héros, c'est ça, donc l'essentiel de ta carrière est dans l'univers jeunesse, au niveau de la bande dessinée. Pourquoi... comment en fait t'en es arrivé premièrement à faire de la bande dessinée et pourquoi spécifiquement avoir investi le terreau jeunesse? Premièrement, jeunesse, pourquoi? Parce que c'est ça que je lis, c'est ça que j'aime. Je lis pratiquement pas de BD qu'on pourrait dire adulte, là, vraiment peut-être soit par le sujet ou c'est violent ou peu importe de la façon qu'on le prend. J'aime rigoler, j'aime quand c'est fantaisiste, donc... si je parle de BD, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? C'est franco-belge, style Kid Paddle, tout ce qui est Thébault. Capitaine Bicep. Capitaine Bicep, c'est mon héros. Quand c'est pipi caca, moi, je suis heureux. Fait que rendu là, c'est ça qui m'anime, là. Et c'est efficace, hein? Mais c'est efficace, mais c'est tellement efficace, ils sont brillants. OK, j'ai juste rien d'autre à dire. Je les regarde aller. Il y a beaucoup de monde qui disent que ouais, c'est facile. C'est absolument pas facile parce que sans ça, tout le monde le ferait. Hein, si c'est facile, tout le monde serait capable de se faire des petites blagues sur un coin de table. Donc, non, moi, j'aime beaucoup aussi les univers de Donjon de Lewis. Oui, de Lewis. Wow, c'est tellement... c'est un peu décalé. Mais tu devais être heureux d'ailleurs parce que Donjon, c'était sur hiatus depuis plusieurs années. Là. Ils avaient arrêté d'en faire et là, ils ont reparti la machine. J'ai pas été me le chercher. Je suis coupable. Ouais, je le sais. Je sais. Il y a une nouvelle sous-série extraordinaire qui s'appelle Antipode. Et on est complètement au début ou à l'extrême fin du donjon. Ah oui? Et les débuts, c'est les animaux. On apprend, on comprend comment se fait-il que les animaux sont devenus anthropomorphiques. En fait, comment les animaux en sont arrivés à être dotés de la parole. C'est extraordinaire. Les deux chiens sont cons, là, mais ben ça sonne bien. C'est formidable. Il faut absolument que tu lises ça. Clairement. Et donc, c'est ça. Toi, tu as débuté ta carrière avec Smikey. Ouais. Alors, comment le personnage est né? Comment tu en es arrivé, justement, à faire de la bande dessinée? En fait, première chose que je dois dire, c'est que je crois que je n'étais pas censé faire de la bande dessinée dans ma vie.
c'est le hasard qui m'a un peu amené là. Peut-être première chose à dire, c'est que quand j'étais au primaire, j'avais des grandes difficultés en français, en écriture. J'avais une moyenne de 43 en français. C'était terrible. Les autres notes, ça allait super bien. Mathématiques, souvent des 100 Et donc, j'ai une enseignante en particulier qui m'avait dit à une certaine époque, elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, toi? » Parce qu'elle voyait que mes résultats n'étaient pas là, en tout cas en français. Je disais « Ah, mais moi, j'aimerais ça écrire des histoires. Ça serait le fun. » Et là, elle m'avait dit « Ben non, oublie ça. Oublie ça, oublie ça. Écoute, t'es bon en mathématiques, va en sciences, ça va être plus facile pour toi parce que l'écriture, tu ne seras jamais capable d'y arriver. Ça va être trop dur pour toi. » Et moi, je l'ai cru, en tout cas, à un certain niveau. Toujours est-il que je suis au primaire et puis, bon, même si c'est peut-être un désir de faire des histoires ou de les illustrer, je mets ça de côté. Donc, secondaire, j'ai encore la difficulté en français, bien sûr. Et je m'en vais étudier au Cégep du Vieux-Montréal en graphisme. Et puis, je me suis dit, tant pis, je ferai de la publicité. Au pire, peut-être que je vais illustrer un peu. Puis, je me suis rendu vite compte que l'illustration en graphisme, ce n'est pas si présent que ça. Bien qu'on a 1 ou 2 cours. D'ailleurs, c'est un peu de là que Smikey est apparu dans un cours qui s'appelait Illustration professionnelle. Et dans ce cours-là, l'enseignante, comme toujours, dit, vous allez avoir un projet à faire, sauf que vous n'avez pas le droit d'utiliser le style de la bande dessinée pour faire votre projet. Et puis, pourquoi? Voilà, c'est ça. Pourquoi? Des gens comme nous, c'est choquant de se faire dire ça. Et puis moi, à l'époque, je fais pourquoi? Et la réponse était toujours la même, c'est que c'est comme un sous-art. C'est pas bien vu pour les clients, c'est du facile, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Et là, encore une fois, on peut bien se dire aujourd'hui, avec un second regard, les publicités de IGA là, qui sont faites à la Pixar, puis tout le monde fait que « Wow, c'est donc bien fait ». Alors, peu importe, autre sujet, mais toujours est-il, c'est ça qui est lancé. Et moi, avec peut-être encore un regain d'adolescence qui était pris en moi, j'ai décidé de dessiner Smikey. Alors, j'ai fait toute ma recherche, je donne mon travail, et puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en graphisme, la plupart du temps, c'est toutes des présentations orales. Okay? Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on doit vendre un peu de notre produit. Et donc, je suis le premier choisi, bien sûr, quand on fait des mauvais coups, c'est nous autres qui sont mis en avant-plan. Alors, je présente mes choses, là, tous mes amis font comme « Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là, lui, pour ça? » Tout le monde se dit « Tu restes zéro, t'es-tu fou? » Et là, l'enseignante agit un peu de la même façon, elle fait comme « Wow, qu'est-ce que tu viens de nous faire là? » Fred, on dirait vraiment que c'est de la BD que tu as faite. Je fais comme, ouais, quand même, un petit peu. Fait qu'elle dit, OK, mais pourquoi? Parce que j'avais bien dit que c'est zéro s'il y a quelqu'un qui fait de ce style-là, les choses de ce style-là. Et là, je suis parti dans un délire. Là, vous êtes qui pour savoir si le 9e art, c'est bon ou pas, puis on doit l'utiliser, bon. Et là, elle m'a arrêté et elle a dit « OK, je comprends. Okay, dans le fond, ce que j'entends, c'est que toi, tu es en train de me dire que ce que tu as fait, ça a du potentiel. » Je dis « Certainement, madame, ça a du potentiel. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est que ça, tu serais capable de le vendre un jour. » « Ben oui, madame, je serais capable de le vendre. » Elle dit « Parfait. Parfait. Je vais te donner le OK. Tu vas pouvoir faire ton projet sur ce personnage-là, mais tu vas être obligé de me faire une promesse. Parce que toi, tu me dis que ça, tu es capable de le vendre. » Elle dit « Parfait. Tu vas me faire la promesse que tu vas mettre toute ton énergie à ce que ça puisse se réaliser un jour. » Et donc, j'ai tenu une promesse. Ben oui, tenais-ce promis. Oui. Ça a pris du temps, parce qu'on parle de l'année 2000, puis ça, c'est sorti en 2013. Mais voilà. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, c'est une réalité. Les jeunes garçons à l'école sont moins portés, sont moins attirés généralement vers la lecture que les jeunes filles. C'est un enjeu de faire lire nos gars, mais de faire lire nos filles aussi. Et dans le fond, ce que tu viens de... Je te paraphrase, mais ce que tu viens d'expliquer, c'est que la bande dessinée, c'est pas un sous-genre, c'est de la lecture. Et la lecture engendre la lecture. Tellement. Puis souvent, quand je fais des conférences dans les écoles, c'est ça que je dis aux enseignantes et aux enseignants. Parce qu'il y en a qui ont ça, il faut lire du roman, bande dessinée, je ne suis pas trop sûr, est-ce que je dois intégrer ça dans ma classe? Puis souvent, je leur dis, mais écoutez, c'est que la bande dessinée met beaucoup en lien avec l'inférence, les choses. Donc, les enseignantes, souvent au primaire, ils sont obligés de mettre dans leur programme l'inférence en l'inférence, c'est d'être capable de comprendre le 2e degré, si on peut dire. Et la bande dessinée, ce n'est que ça. Ton personnage,
à quoi qu'il ressemble ou la face qu'il fait, son émotion, des fois, c'est pas la même chose que ce qui est écrit dans le phylactère. Et donc, on est toujours en mode décodage. Alors, la bande dessinée, ce n'est qu'un livre autre. Oui, il faut lire du roman, avoir du texte soutenu, c'est correct. Mais de l'inférence, ça, dans les romans, c'est peu. Parce que c'est toujours dit, aujourd'hui il fait beau, lui il crie, lui il n'est pas content, bon, etc. La bande dessinée, il faut le décoder. Oui, parce qu'on lit à la fois l'image et le texte. Ouais. Et donc, il y a des études scientifiques qui prouvent d'ailleurs que le cerveau est beaucoup plus mis à contribution lorsqu'on lit un album de bande dessinée que lorsqu'on lit de la prose. Ouais. Et il y a même un article scientifique que je suis tombé par hasard dessus, mais qui disait que des adultes qui n'ont jamais été confrontés à la bande dessinée pourraient être complètement démunis à l'âge adulte puis avoir de la difficulté à intégrer ce mode-là parce que tous les codes, il faut attends, qu'est-ce que je lis en premier, la face, ouais lui il dit ça, c'est pas ça qu'il voulait dire. Bon, c'est pas dit comme ça dans le cerveau, mais c'est ça que ça fait. Et donc, il y a des adultes qui ne seront pas capables d'arriver à lire une bande dessinée aussi fluidement qu'un jeune qui, depuis le début, fait comme « oh, oui, je tourne mes pages, tout va bien ». Et aussi, ce qui est trompeur, je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup le rapport à l'enfance avec la bande dessinée. Parce que souvent, le premier contact avec la bande dessinée se passe à un âge relativement jeune. Et souvent aussi, les gens se disent « ah oui, mais la bande dessinée, ce n'est que pour les enfants ». Alors qu'en fait, la bande dessinée, c'est pour tout le monde. Et que ce soit un album jeunesse, que ce soit un album adulte, tu l'as dit toi-même, que même tes lectures, tu sais, par exemple, on va prendre Captain Bicep de Thébault. Je veux dire, oui, hein, c'est assez gamin, hein? Mais en même temps, c'est super plaisant à lire ça. Et Thébault connaît, et Zep, ils connaissent vraiment leurs super-héros en plus. Oui. Et c'est même auto-référencé, donc... Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec toute la kyrielle de films de super-héros de Marvel, je ne comprends pas pourquoi cette série-là ne gagne pas un espèce de regain de popularité. Parce que tout à coup, les gens qui n'ont pas lu de super-héros, mais qui ont vu des films, peuvent tomber dans cette série-là, entre autres. Oui. Puis tout à coup, ils les ont, les référents, ils les ont, les clés. Là. Exact. Puis je trouve ça tout le temps intéressant de voir les gens qui disent « ah non, moi, je lis pas de bande dessinée, mais as-tu vu le dernier film de Marvel? » Ouais, non, mais attends un petit peu, c'est parce que l'histoire, elle a été écrite comme un petit peu avant. Là. Ou ils disent « ah oui, il se passe ça. » Oui, mais lis ce bout-là dans la BD, tu vas voir, c'est beaucoup plus large, puis c'est plus intéressant. Et puis qu'est-ce qui est super bien aussi, je trouve que, par exemple, si on prend Marvel ou DC ou tout ce genre de BD-là, il y a beaucoup de contexte social qui est mis en avant-plan bien avant que les choses se produisent. Ils sont comme un peu devins. Hein? Ils voient les choses arriver, ils mettent ça en bande dessinée. Il y a un truc sociologique, j'ai l'impression. Et donc, je suis convaincu aussi qu'il y a beaucoup d'adultes qui s'empêchent par gêne, par le regard des autres. Pourquoi? On ne sait pas, là, mais je veux dire, ils sont capables d'aller voir le film, mais ils ne peuvent pas le lire. C'est complètement absurde. Parce que tu te coupes d'un plaisir énorme. Puis tu te coupes aussi de toute une dramaturgie, toute une mythologie. Puis c'est un langage. Moi, je perçois vraiment, je ne sais pas si tu vas être d'accord comme créateur, donc je te pose la question. Pour moi, comme lecteur de bande dessinée, j'ai l'impression d'avoir un pacte avec l'auteur, l'autrice et l'artiste. Parce que cette personne-là a imaginé l'histoire, l'a scénarisé, l'a découpé, l'a dessiné, l'a monté. Mais au final, moi, comme lecteur, je reprends la balle au bon. Et quand on parlait de niveau de lecture tantôt, c'est ça. C'est de lire les dialogues, de lire l'image et de lier les cases, hein, qui sont toutes séparées par des gouttières, donc des espaces. Alors, contrairement au cinéma où l'image, la séquence narrative, elle est montée, quand on lit une bande dessinée, on fait le montage. Donc, on est partie intégrante de la création. Et ce que je trouve très gratifiant quand je lis une bande dessinée humoristique, c'est quand j'arrive à la chute du gag et que je ris. Alors, si je ris, c'est parce que le gag est drôle, mais c'est surtout parce que j'ai aussi participé à l'élaboration, à mettre ce strip-là en vie. Je ne sais pas si ce que je te dis, c'est de la science-fiction. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a deux choses. Je dirais en premier, par rapport au cinéma versus les BD, moi, je vois peu de différence entre ces deux arts-là, sinon le produit final. Okay? Dans le sens, c'est créé un peu de la même façon, c'est pensé, les textes, le découpage, c'est tellement cinéma de la bande dessinée. Si tu aimes le cinéma, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas aimer la bande dessinée. Dans ma tête, là, c'est comme ça vient de pair. Tu as un scénario, il y en a un qui est mis en image en dessin, et l'autre, c'est filmé. Grosso modo, c'est un peu le même sens, en tout cas pour moi.
Après ça, pour l'implication par rapport au scénariste, puis l'illustrateur qui essaie de... En fait, on essaie toujours de dégager une émotion. Et je crois qu'on... Un peu comme le cinéma, j'imagine, encore une fois, mais on doit se mettre un peu à la place de l'autre et de jouer... Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est un petit peu complexe. Des fois, on le sent plus que je suis capable de l'exprimer, mais c'est d'être capable de jouer avec une portion de chacune de ces personnes, que tout le monde peut se sentir interpellé, concerné, ouais. Puis de venir remettre ça sur papier. Hey, je ne suis pas si clair que ça, oui, mais... c'est parce qu'en fait, tu parles de l'identification. C'est-à-dire que le lecteur, lectrice, s'il n'y a pas d'empathie pour le personnage, il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas d'identification, c'est terminé, ça ne marche pas. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. J'avais déjà vu un reportage sur les humoristes. Puis ils disent, les humoristes, souvent, ils doivent être tellement vrais, tellement proches de chacun que ça soit une grande réalité pour tout le monde. C'est ça qui fait que cet artiste-là va avoir un grand succès, parce qu'à chaque fois qu'il va dire une de ses blagues, les gens vont faire « Hey, c'est tellement moi, ça! Hein, pourquoi un gars et une fille, ça a si bien fonctionné? » Tout le monde disait « Bien, ce bout-là, c'est moi, ça, c'est ma blonde, ça, c'est mon ami. » Tout le monde se sent représenté par ça. Donc, je pense que les personnages, c'est à ça un peu qu'on doit arriver en humour. Pour faire rire, il faut qu'on soit capable de synthétiser l'humain, puis de le rendre accessible, puis de donner une proximité avec le lecteur, de dire « Ah, ça, c'est moi » ou ça. Oui, c'est ça, d'avoir ce petit bout-là. Oui, et puis il y a un aspect chamanique à ça. C'est un peu comme de la magie noire, mais finalement, ça fonctionne. Ouais. Je disais d'entrée de jeu que tu œuvres dans la bande dessinée jeunesse. C'est un pan de la production de la bande dessinée au Québec qui est très active, qui est florissante depuis, je dirais, une bonne décennie. Et ça implique aussi qu'il y a beaucoup de production qui se fait. Alors toi, par exemple, tu es quand même assez productif, là. Tu enchaînes littéralement les albums l'un derrière l'autre. C'est comment faire de la bande dessinée jeunesse en 2022? Qu'est-ce que ça représente au Québec, ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ton public, tu sais, ouais. Qu'est-ce que ça implique? Parce que, bon, tu sais, il y a des grands classiques franco-belges, tu sais. Évidemment, Franquin, Gaston Lagaffe, c'était jeunesse, mais c'est grand public. Donc, il y a toute cette grande tradition-là en Europe. Ici, au Québec, là, dans les années 80-90, ils s'en faisaient de la bande dessinée jeunesse. Mais c'était quelques structures, c'était pas fréquent dans le temps. Donc, il n'y avait pas d'assiduité. Alors que depuis, je dirais, le milieu des années 2000, il y a vraiment une production conséquente. Donc, les jeunes lecteurs qui découvrent une série jeunesse produite au Québec, ben, ils sont heureux s'ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre 5 ans avant le prochain album. Écoute, oui, ça c'est un grand facteur. J'en produis beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, s'il y a des jeunes qui embarquent, ils attendent le prochain numéro, mais eux, c'est le mois prochain. Donc, quand tu leur dis « Ouais, non, mais c'est parce que ça me prend 4 mois », bon, moi, c'est ça, c'est déjà très court, là, 4 mois, tout dépend. Là. Ça me prend 4 mois faire un Smikey? Un Smikey, ça me prend 4 mois. Mais Multimax, ça m'en prend 7. OK, parce que c'est beaucoup plus complexe. Là. Oui, mais d'ailleurs, parlons-en de la différence. Parce que dans Smikey, dans Dr. Rip, on est plus dans du gag, dans du strip, alors que dans Multimax, on est dans une histoire continue. Ouais. Mais dans Smikey, Dr. Rip, c'est très théâtral. Ouais. Le décor a peu d'importance parce que c'est pas le but. L'idée, c'est un gag lié à une idée très précise, puis on enlève tout ce qui est superflu pour pouvoir se concentrer sur 10 cases, et après c'est terminé, c'est une page, une blague. Multimax, c'est du décor, c'est plus réaliste, c'est des choses que je suis moins habitué de dessiner parce que j'en ai pas autant dessiné, ou plutôt j'étais très cartoon avant. Hein, Smikey, bon, il n'y a pas d'auto. Déjà, j'en ai pas vraiment beaucoup dessiné. Donc là-dedans, dans Multimax, j'ai des villes. Je le fais avec Alain Bergeron. Alain, il dit « Ah oui, une ville, puis là, il y a des voitures, puis là, il y a un camion, puis ça saute dans les airs. » Puis je fais « Ah ouais, OK. » Donc là, il faut que j'aille me chercher plein de références, puis que j'essaie de réfléchir à tout ça. Donc, c'est beaucoup plus long. Une page, ça peut me prendre une journée, 2 jours pour faire les sketchs, tandis qu'un Smikey, j'en fais 2 par jour, 2, 3 par jour, quelque chose comme ça.
C'est quand même fou parce qu'il y a plusieurs artistes qui vont mettre jusqu'à 1 semaine pour boucler une planche, là, une page complète. Ça dépend aussi des techniques. Là. Toi, tu ne dessines pas sur papier, tu dois dessiner sur... Premier Smikey, je l'ai fait... mon Dieu, premier Smikey, écoute bien ça. Sur papier, à l'encre, j'ai numérisé. Puis après ça, j'ai tout refait dans Illustrator en point d'ancrage, si tu connais Illustrator. La ligne extérieure et intérieure de ma forme. Ça veut dire que si j'ai un cercle, je fais une ligne intérieure plus une ligne extérieure pour faire ma couleur à l'intérieur. Donc, c'est un travail de fou. Oui, ça, c'est masochiste. Non, mais c'est juste... Moi, j'étais un graphiste, c'était le logiciel que j'avais utilisé, alors je l'ai fait comme ça. Je me suis dit, si je veux agrandir, je vais être capable. OK, je n'avais pas besoin, mais c'est ça que j'ai fait au début. Et donc, suite à ça, je me suis acheté une Cintiq et là, je dessine directement dessus. Je sauve énormément de temps. Mais quand même, mais je me lève tôt puis je finis tard tous les jours. Puis la fin de semaine aussi, je travaille. Et donc, comme tu travailles beaucoup au niveau du gag, là, surtout pour Dr. Rip et dans le cas de Smikey aussi, j'imagine qu'au niveau de ton activité créative, chercher des gags, c'est pas facile, là. C'est pas on s'assoit, on se fait un café, puis tiens, un gag apparaît, là. Est-ce que toi, en création, est-ce que tu es constamment dans le bouillon d'idées? Oui. Smikey, c'est plus facile. OK? Parce que c'est une micro-société que j'ai inventée. Chaque personnage... Quand un personnage dit quelque chose, je sais exactement qu'est-ce que l'autre va être obligé. C'est comme quand tu incarnes un personnage au théâtre, bien, c'est tout le temps la même version. Tu sais c'est que ton personnage doit le dire, tu sais comment il doit l'interpréter. C'est un peu la même chose avec la BD. Avec Dr. Rip, bien, c'est un peu différent. Des fois, je me casse un peu plus la tête parce que les histoires sont en lien avec des informations scientifiques qui me sont données par Michel Quintin. Et là, moi, je dois jouer avec des façons de mourir dans la vie, que ça soit humoristique, puis que ça soit possible qu'un enfant lise ça, puis que ça soit pas trop mal pris. Et donc, Michel, des fois, il m'arrive avec des sujets que je lui dis juste, bien, c'est impossible, je peux pas rendre ça drôle. Comme, par exemple, on traite de toutes les façons qu'on peut mourir dans la vie. Parfait. Alors, par exemple, les requins, bien, il y a 10 personnes par année, puis les noix de coco, c'est à peu près la même proportion. Donc là, c'est drôle. Tu as autant de chances de mourir avec des noix de coco qu'avec des requins. Tout le monde a peur des requins, personne des noix de coco. Parfait. Mais quand Michel y arrive et il me dit « Ouais, bien, il y a je sais pas, des personnes qui meurent avec le cancer. » Ouais. Là, mettre ça drôle, là, c'est vraiment difficile. Donc, je refuse ces choses-là. Parce que je pourrais chercher pendant 6 mois puis je ne serais pas nécessairement satisfait parce que c'est dur d'amener ça de façon humoristique puis que ça soit acceptable. Donc, tu es en train de me dire qu'on ne peut pas rire de tout en bande dessinée. Je ne suis pas capable, moi, de le faire, en tout cas. Certaines personnes, peut-être, qui seraient capables d'y arriver. Peut-être avec le contexte où c'est un livre grand public, c'est jeunesse. Déjà, il ne faut pas oublier ce bout-là. Par exemple, si on prend Les idées noires de Franquin, je suis fan. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Lui, il est capable, mais ça ne s'adresse pas au même âge. Non, effectivement, les jeunes qui suivaient Gaston et qui sont tombés sur Les idées noires dans le trombone illustré, dans le Spirou... ils ont eu un choc. Il y avait un choc. C'est pas le même public. C'est pas le même public. Je l'ai lu, j'avais 12 ans, pour vrai, la première fois que je suis tombé là-dessus. J'ai pas été traumatisé, mais quand même, il y a un gap là, entre... Est-ce que tu le relis à l'occasion, Les idées noires de Franquin? Malheureusement, je les ai pas. Oh! C'est des petits trucs un peu rares à trouver. Ouais. Ou quand tu les trouves, sont 120$. Moi, j'ai la compile et je lis Les idées noires une fois là. C'est ça. Ah non, mais écoute, moi, je les relis quand je trouve des petits bouts sur Internet. J'essaie de les retrouver pour vrai. Faudrait que je me mette là-dessus pour vrai. Mais pour vrai, je trouve ça merveilleux. Puis à quelque part, Dr. Rip a comme ce petit sens-là. Alors, tout ça pour dire que je crois que Franquin, lui, aurait été de la trempe à être capable de faire un... Bien, c'est chacun son terrain de sable aussi, son jeu de sable. Parce que, bon, Franquin, à l'époque où il a réalisé Les idées noires, vivait un épisode de dépression grave. Alors, il y a ça aussi, il y avait les deux pieds dedans. C'est sûr que, je veux dire, quand tu te lèves le matin, que ça va bien, que tu prends ton café, que les enfants sont en santé, que tout va relativement bien dans le monde dans lequel on vit, peut-être que c'est un peu plus difficile, justement. Est-ce que pour toi, parce que Dr. Rip, c'est vraiment du gag en une planche, est-ce que
Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à faire comme auteur? Est-ce que c'est de faire une histoire en continu à la Multimax ou d'être dans la mécanique du gag? Mécanique du gag. Ouais. D'autant plus que j'ai souvent 8 cases parce que j'ai la petite bande sur le côté où il y a les informations scientifiques. Ouais. Et là, de ne pas faire de jump cut, de couper trop vite là, ma séquence, mais j'ai quand même juste 8 cases. Alors, des fois, il y a des sujets que, des fois, j'allonge sur 2 pages, mais il faut essayer de rester toujours sur une page. C'est difficile parce que c'est dur d'amener. C'est muet en plus. Oui. Donc, si on jase, souvent en jasant, je dis ah ouais, OK, il dit ça, puis c'est déjà plus clair. Mais des fois, c'est tellement. Bien, c'est fou parce que de faire du muet en bande dessinée, j'imagine que c'est l'ultime défi parce qu'on n'a pas la béquille du dialogue. On est vraiment dans le sens premier de la lecture qui est celui de décoder. Hein? Ouais. Donc, j'imagine que c'est assez exigeant de faire ça. Je trouve ça très, très, très difficile, mais je suis content parce que ça m'a permis d'améliorer mes autres livres. Vraiment, là. Ouais. C'était. Sur le coup, j'ai fait. Quand Michel m'a proposé la série, j'ai fait comme, bah, facile. Ben oui, ben facile. OK, on s'entend, mais je vais avoir du fun. Je vais embarquer dedans. Dans ma tête, je me suis dit que je vais rentrer comme dans mes pantoufles, là, ça va être correct. Je vais faire du gag à la Smikey. Ah non, ça a été. Ouais, ils jasent beaucoup, hein, mes petits bonhommes dans Smikey. Là, je me dis, ah non, c'est vrai. Comment je fais comprendre que, par exemple, il y a quelqu'un qui se fait empoisonner? Ouais, mais le liquide. Parfait, il faut que je mette une petite tête de mort pour dire que c'est un poison, mais c'est gros comme ça. Est-ce qu'on le décode pour vrai? Il y a tous ces trucs-là qu'on prend pour acquis en bande dessinée normale, que quand c'est muet, tu es obligé de te chercher tout plein de petits codes pour pouvoir simplifier les choses. Ah, c'est vraiment... Mais cette contrainte-là doit forcément, donc, puis tu l'as dit, enrichir aussi ta production sur tes autres projets. Ah, je me suis tellement amélioré. Multimax puis Dr. Rip, je pense que c'est les Multimax en particulier, là, mon dessin, c'est grandement... J'ai appris à dessiner des mains à 5 doigts déjà avec Multimax. Hein, tous les illustrateurs ont ce petit bout-là. Hein, que ce soit à 12 ans, moi, c'est à 40. Bon, c'est la même chose, là, mais toujours est-il que j'ai toujours dessiné des mains à 4 doigts. Bon, c'est cool, ça va bien. Poup, poup, poup. Ouais, 5 doigts, le petit doigt, il est trop, hein, tout le temps. Oui, dans le fond, le travail d'illustrateur, ça demande un grand sens de l'ouverture, de curiosité, parce que évidemment, quand tu travailles avec un scénariste puis qui te dit, comme tu expliquais tantôt, ouais, il y a une super ville, il y a des voitures. Moi, je ne sais pas, si j'étais illustrateur entier, ça serait de faire des voitures. De dessiner des voitures, ça me semble tellement complexe à faire et je sais qu'il y a beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs qui ont une sainte horreur de dessiner des voitures. Écoute, j'haïs ça. Mais justement, donc ça enrichit, forcément, ça te sort de ta zone de confort. Vraiment. Il y en a qui sont... moi, je connais plein d'illustrateurs qui ont du fun. Là. Ah oui, c'est difficile, j'aime ça. Moi, il y a plein de trucs comme ça que c'est plutôt ça me fait angoisser. Parce que je sais que mes pairs vont me regarder puis ils vont faire comme « Ouais, Craig, sérieux. Ah oui, il y a cette crainte-là du regard de... Ouais. Mais comme je dis, moi, un peu par rapport à mon parcours, ouais. je pense pas que j'aurais dû être BDiste, OK? Non, mais je dis pas que je suis mauvais, je suis pas le pire, mais je regarde beaucoup de mes confrères, puis ils sont vraiment bons. On a des bons auteurs, on a des bons illustrateurs au Québec, mais vraiment, là, des bons. Et donc, moi, je regarde mes erreurs graphiques, puis je fais comme « Ah, bon, c'est correct. C'est un travail honnête. Je donne mon 100 les gens qui me lisent me suivent, mais je vois mes lacunes par rapport aux autres, puis je fais juste comme « Ah, j'ai cette pression-là qui m'aide à m'améliorer. » À chaque album, je peux dire que mon dessin est mieux. Ça, c'est vrai. Mais écoute, j'ai encore un... Je pense qu'en art, quand on est un artiste, bon, je ne suis pas un dessinateur, mais quand même, je suis dans le milieu artistique, on est toujours notre pire juge. Et la pression qu'on craint qui vienne de l'extérieur, finalement, tu sais, on voit toujours nos défauts, là. Et moi, ça m'étonne de voir à quel point même des artistes là, qui ont un parcours incroyable. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'interviewer là, des monstres sacrés comme Fred, l'auteur de Philémon. Ah oui? Et oui, et j'étais à Angoulême et on visitait l'exposition et il me disait « Ah, ça, c'est bâclé. » Pardon? C'est son exposition à lui, là. C'est ça. Ah ouais? On regardait la chose. Puis, oh non, ça, c'est bâclé. Ça. Tu fais, attends un peu. Toi, t'es Fred. Toi, tu trouves que ça, c'est bâclé. Je connais une file indienne infinie d'artistes qui voudraient avoir réussi à faire ça. Donc,
Donc, en fait, c'est un moteur pour toi, plus que... tu sais, Oui, parce que tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. En BD, pour vrai, oui, là, oui. sérieusement, je pense que c'est les rares secteurs d'activité qu'ils sont gentils. Tout le monde est gentil. Alors, il n'y a jamais personne qui va dire comme « Ouais, sérieux, ça n'arrive pas, ça. » Mais je ne veux pas décevoir non plus. Tu comprends? Oui. Je veux mériter ma place. Et je le sais qu'il faut que je travaille fort pour pouvoir... Ah non, parce que pour vrai, il y a du talent ici, là. Ben oui, il y en a même, ouais. il y en a même devant moi, là. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Peut-être dernière question, parce que justement, le travail d'auteur, d'artiste de bande dessinée, c'est un travail de solitude, beaucoup, ou de collaboration très, très étroite avec un cercle restreint. Les événements, ça permet aux auteurs, justement, d'entrer en contact les uns avec les autres, hein, de rencontrer vos pairs. Est-ce que pour toi, par exemple, d'être présent dans les festivals, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi? Oui. Ben oui, tout à fait. Dans le fond, même depuis quand j'ai commencé, je me faisais un devoir de faire tous les salons du livre à peu près. Je faisais la Côte-Nord, Toronto, Sept-Îles, je faisais tout. Et puis j'avais même des mois que je rentrais juste pas chez nous, là, un mois, avril, là, c'était fou, ça n'avait juste pas de bon sens. Toujours est-il que j'essaie d'être le plus disponible partout, en plus de toutes les écoles que je fais, d'aller tout le temps à la rencontre du public parce que je me dis que, côtoyer mes pairs, c'est super important, et le public aussi, parce que c'est eux qui te lisent. Hein? Si eux, ils décident que ça ne les intéresse pas, bien, ça vient de finir là. C'est aussi simple, je rentre chez nous, puis il n'y a plus rien. Donc oui, je me fais un devoir d'être le plus présent possible, autant que je peux. Et ton expérience de graphiste, hein, de faire des pitchs, de faire de la vente, ça doit nécessairement te servir en événement parce que justement, tu es dans le contact avec le public. Ben oui, puis moi, j'aime ça faire rigoler. Donc, raconter des trucs devant des classes, des salles, ça me fait... Ça, j'ai du fun. J'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puisque que cette entrevue se réalise dans le cadre du 10e anniversaire du Festival de Prévost, tu es un habitué du Festival de Prévost. Oui. Si tu devais me résumer ton expérience à Prévost ou ce que représente ce festival-là pour toi, un mot. Oh mon Dieu. Parce que là, tu as le droit. Dans Dr. Rip, tu n'as pas de mot. Là, je t'accorde un mot. OK, je dirais famille. Est-ce que je peux le définir après? Non. Non, OK. Oui. Oui. C'est dans tous les sens du terme, OK? Famille, parce que c'est très familial. Ouais. OK? Aussitôt que tu rentres là, tout le monde se connaît, tout le monde est ensemble. Mais en plus, il intègre les familles des personnes qui y vont. Ça veut dire que viens avec ta famille, ils vont faire des activités sur le site, le soir tout le monde est ensemble, ils jouent avec les enfants des autres. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur mot. C'est comme une famille qui s'entend bien, là, puis tout le monde est là, puis tout le monde, à chaque année, tout le monde est tout le temps là. Freg, merci beaucoup. Je te souhaite bon vent pour la suite, pour les Multimax, pour les Dr. Rip et pour tous les autres projets que tu entreprendras dans le futur. Merci beaucoup. Bien, merci à toi.